Bonjour et bienvenue sur Comptalia. Je vais vous présenter très rapidement les grandes règles qui figurent dans la loi de finances, les grandes réformes, les plus grandes réformes qui méritent d'être signalées. Alors, dans ces lois de finances, que ce soit la loi de finances elle-même ou la loi de finances rectificative, il y a d'abord une première grande réforme, c'est la réforme des plus-values. C'est-à-dire, les deux catégories de plus-values sont modifiées, les plus-values mobilières et les plus-values immobilières. Alors, en ce qui concerne les plus-values mobilières, le régime qui avait été voté l'an dernier est en fait abrogé, tellement, puisqu'il est modifié rétroactivement à compter du 1er janvier 2013, sous réserve que si des plus-values ont été réalisées en 2013 et qu'elles ont été exonérées en application de l'ancien régime, elles demeurent exonérées. On ne peut pas rétroactivement imposer des plus-values qui étaient exonérées au moment où elles ont été réalisées. Alors, le nouveau régime des plus-values consiste à aller jusqu'au bout de la logique que l'on avait vue l'an dernier, à savoir de soumettre toutes les plus-values au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Vous savez que c'était une des grandes tendances de la loi de finances de l'an dernier, de dire on doit faire la barémisation, comme on l'appelait, c'est-à-dire les revenus du travail comme les revenus du capital doivent être soumis au barème progressif. Alors, le nouveau régime de ces plus-values mobilières, c'est donc ceci. Il y aura donc, tout le monde est au barème, sauf que il y a plusieurs dispositifs qui sont prévus. Il y a d'abord un dispositif dit de droit commun. On applique le barème, mais avec des abattements. Alors, en fonction de la durée de détention, un abattement de 50% entre 4 et 8 ans, et un abattement de 65% au-delà des 8 ans. Il faut rajouter, évidemment, à l'impôt sur le revenu ainsi calculé, il faut y rajouter les prélèvements sociaux, les 15,5%, avec la déductibilité partielle de la CSG, puisque dès lors qu'on soumet ces plus-values au barème, la CSG est partiellement déductible. Elle n'était pas déductible du tout lorsque les plus-values étaient soumises au taux proportionnel. Là, elle est partiellement déductible. Il faudrait y rajouter donc les prélèvements sociaux et, le cas échéant, la taxe sur les hauts revenus, qui est de 3% ou 4% selon les cas. Donc ça, c'est le régime de droit commun. Il y a un deuxième régime qui est le régime dit incitatif. Alors, le principe est le même, à savoir qu'on applique le barème, mais évidemment, c'est les abattements qui sont plus intéressants. C'est-à-dire que l'abattement, ce sera 50% entre 1 et 4 ans, entre 4 et 8, 65% et 85% au-delà des 8 ans. Donc, un abattement plus important, avec, comme toujours, il faut y rajouter, bien sûr, les prélèvements sociaux. Alors, ce régime dit incitatif s'applique dans essentiellement 3 séries de cas. Premier cas, les cessions de parts de PME de moins de 10 ans. C'est souvent ce qui concerne souvent, comme on dit en français, les start-up, n'est-ce pas? Donc il s'agit d'une PME, vous savez, au sens européen du terme, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises sont concernées. Donc dans ce cas, les plus-values bénéficieront de ce régime incitatif. Le deuxième cas, en fait, sans doute le plus important en pratique, c'est les plus-values réalisées à l'occasion du départ à la retraite. Alors, en effet, l'ancien dispositif consistant à faire l'abattement d'un tiers par année de détention de la 5e année, vous vous souvenez, cet ancien dispositif est supprimé. Alors, à la place, dans cet ancien dispositif, on prévoit ceci. Ces plus-values seront donc soumises au barème, mais on va leur appliquer deux abattements successifs. D'abord, un abattement de 500 000 euros, et, le cas échéant, sur la partie de plus-value qui subsisterait, on leur appliquera l'abattement proportionnel en fonction de la durée de détention, les 50, 65 ou 85%. On peut donc penser qu'a priori, n'est-ce pas, si les conditions sont remplies, je vais les rappeler dans une seconde, on peut penser que beaucoup de plus-values de PME seront exonérées, car en effet, un abattement de 500 000 tout de même va concerner beaucoup de plus-values. Alors, en effet, pour bénéficier de ce double abattement, il faut remplir les conditions qui étaient prévues auparavant pour l'application de l'abattement du tiers. C'est-à-dire, ça concerne, vous savez, essentiellement les dirigeants de PME. Celui qui a été dirigeant depuis au moins 5 ans, qui a détenu au moins 25% du capital de son entreprise. Donc, ça concerne les PME, bien sûr, pour l'essentiel. Et donc, a priori, beaucoup de plus-values devraient être ainsi exonérées. Ensuite, le troisième cas d'application du régime incitatif,
Ce sont les cessions que l'on qualifie souvent d'intrafamiliales, c'est-à-dire les cessions qui sont effectuées à l'intérieur du groupe familial et qui étaient jusqu'à présent exonérées et qui désormais seront soumises à ce régime incitatif. Alors, je résume et je rappelle quelles sont les conditions, parce que les conditions d'application de ce régime incitatif sont les mêmes que celles qui étaient prévues autrefois pour l'exonération. Il faut qu'il s'agisse ceci, le groupe familial, c'est-à-dire avec les ascendants, les descendants et puis les frères et sœurs, le cas échéant, doivent avoir détenu à un moment quelconque dans les 5 ans qui ont précédé la cession, doivent avoir détenu au moins 25% du capital. Ils se vendent entre eux les droits sociaux, donc jusqu'à présent ils étaient exonérés, dorénavant ils seront soumis au régime incitatif, à condition de ne pas revendre à des tiers, c'est-à-dire tiers par rapport au groupe familial, dans les 5 ans qui suivent, n'est-ce pas? S'ils remplissent ces conditions, ils seront soumis au régime incitatif. S'ils ne remplissent pas les conditions, c'est-à-dire par exemple, s'ils vendent à un tiers dans les 5 ans qui suivent la cession, à ce moment-là, le premier cédant sera soumis au régime de droit commun, puisque le régime incitatif ne s'appliquant pas, on retient dans le droit commun. Donc, 2 régimes pour les plus-values immobilières, c'est-à-dire le régime droit commun, puis le régime dit de faveur incitatif. Et ensuite, la loi de finances prévoit également la suppression, l'abrogation du système qui avait été prévu depuis 3 ans maintenant, le système d'exonération de la plus-value sous condition de remploi. Vous savez qu'il y avait une possibilité, lorsqu'on faisait une plus-value et qu'on réinvestissait une fraction dans la souscription au capital de société, lorsqu'on conservait les parts pendant une durée de 5 ans, on pouvait être exonéré de la plus-value sous certaines conditions. Ce régime-là est donc supprimé, puisqu'en effet, le gouvernement estime que compte tenu des abattements que je viens de résumer, le taux réel de l'impôt sur le revenu est faible et par conséquent, l'exonération sous condition de remploi ne se justifie pas. Et ça, c'est donc le régime des plus-values mobilières. Pour le régime des plus-values immobilières, alors le gouvernement ici avait prévu une réforme assez large, mais alors le Conseil constitutionnel, comme l'an dernier d'ailleurs, a réduit de beaucoup la portée de cette réforme. Voilà. Alors, en effet, qu'est-ce qui était prévu? Qu'est-ce qui reste, au fond, faisons le point ici. La loi prévoit, et ça rentrera en vigueur parce que le Conseil constitutionnel, là, ne l'a pas retoqué, il s'agit des plus-values réalisées sur les ventes de biens autres que les terrains à bâtir. Alors, pour ces plus-values-là, 2 mesures. Une, on modifie la durée de détention au-delà de laquelle on est exonéré. Vous savez que jusqu'à présent, on était exonéré au bout de 30 ans de détention. Dorénavant, ça sera 22 ans pour l'impôt sur le revenu et ça restera 30 ans pour les prélèvements sociaux. Ça, c'est donc cette première mesure qui rentrera en vigueur à compter du 1er septembre 2013. Vous voyez, c'est légèrement rétroactif. Ensuite, une deuxième mesure, c'est un abattement exceptionnel de 25% sur la plus-value qui sera réalisée entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014, sauf si la vente se fait entre gens de la même famille, parce que là, ça peut être un peu suspect. Donc 25% pour inciter les gens, évidemment, à vendre. Alors ça rentrera en vigueur, ça a été voté, et le Conseil constitutionnel, je le répète, ne l'a pas modifié, n'a pas retoqué. En revanche, la réforme concernant les plus-values sur terrain à bâtir, elle, a été déclarée contraire à la Constitution. Alors, la loi prévoyait la suppression purement et simplement de l'abattement pour durée de détention, n'est-ce pas? Et c'est ça que le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution. Autrement dit, on en revient au statu quo ante, c'est-à-dire il faudra avoir un abattement pour durée de détention. Et le gouvernement devra peut-être reprendre son ouvrage. C'est la 2e fois que le Conseil constitutionnel remet en cause la réforme des plus-values sur terrain à bâtir. Donc voilà pour l'essentiel des réformes concernant les plus-values. Toujours dans la fiscalité personnelle, on peut noter la réforme concernant le PEA, le plan d'épargne en action.
Alors sur le plan d'épargne en action qui a une portée pratique beaucoup plus faible finalement que ce que l'on pense, c'est-à-dire il y a relativement peu de gens qui font des PEA, ce qui est curieux d'ailleurs parce que les avantages fiscaux sont assez conséquents, mais sans doute que les épargnants craignent un peu le placement en action. Alors sur le PEA, en fait, deux mesures essentielles. La première, c'est une augmentation du plafond des versements dans le PEA dit classique, celui qui existait déjà. Alors le plafond est porté à 150 000. Alors dès lors qu'on peut avoir un PEA par membre du foyer, c'est-à-dire le conjoint peut avoir un PEA, ça peut faire 300 000, n'est-ce pas, pour les conjoints. Et puis on crée, c'est la deuxième mesure, on crée un nouveau PEA, un nouveau modèle de PEA, alors qui est destiné à recueillir des actions de PME ou d'entreprises de taille intermédiaire, ce qu'on appelle les ETI. Vous voyez, c'est une entreprise un peu plus élevée que la PME, plus grande que la PME. Et donc, pour ces PEA-là, il y aura un plafond aussi de 75 000 euros. Alors, le 75 000 euros, chacun des deux conjoints peut épuiser les 75 000 euros. C'est-à-dire, en fait, en tout, vous voyez, si on fait les versements maximum, ça pourrait faire 150 plus 150 dans le PEA classique et 75 plus 75 dans le PEA PME. Donc là, le gouvernement espère peut-être que ça entraînera une augmentation des versements dans les PME. On verra. On peut être un tout petit peu sceptique sur ce point-là. S'agissant de la fiscalité des entreprises, pour l'imposition des bénéfices, tout d'abord, il n'existe pas de réforme très spectaculaire. Parce que les réformes, on en a beaucoup parlé, ne concernent qu'un nombre restreint de gens, en particulier, vous savez, la fameuse taxe dite de 75% pour la fraction des rémunérations qui sont supérieures à 1 million d'euros. Simplement, pour l'anecdote, signalons que cette taxe dite de 75%, en réalité, a un taux de 50%. On l'appelle 75% parce que au taux de 50% viennent s'ajouter les cotisations sociales qu'on évalue à peu près à 25%, donc ça fait les 75%. Mais ça ne concerne qu'un nombre très limité de gens, finalement, c'est presque anecdotique, en tout cas c'est tout à fait symbolique. Alors ce qui est moins symbolique tout de même dans la fiscalité des bénéfices, c'est la réforme de l'apprentissage, et en particulier la limitation du champ d'application du crédit d'impôt apprentissage, n'est-ce pas? Alors ce crédit d'impôt apprentissage qui est, vous le savez, de 1600 euros par apprenti, ou 2200 dans les cas particuliers, notamment si les apprentis sont des handicapés. Alors, ici, il y a une double restriction, n'est-ce pas? La première restriction, non, sur les 1600, la première restriction, c'est que ça ne s'appliquera que pour la première année de formation, d'une part, et la deuxième restriction, c'est que le crédit d'impôt apprentissage ne s'appliquera que pour les formations, disons, courtes, à Bac plus 2, c'est-à-dire les brevets de technicien supérieur, les BTS ou les IUT, ou les diplômes d'IUT, ça ne s'appliquera pas si l'apprenti prépare des diplômes plus élevés. Donc, les 1600 euros seront multipliés par le nombre d'apprentis première année et préparant ces diplômes-là. Je signale simplement qu'il y a une disposition transitoire pour le calcul du crédit d'impôt de 2013, c'est-à-dire que pour les apprentis qui dorénavant ne bénéficient plus du crédit d'impôt, de la possibilité du crédit d'impôt, on prévoira quand même la possibilité de calculer un crédit d'impôt de moitié de 800 euros au lieu des 1600 dont je parlais. Pour la fiscalité des entreprises au sens large du terme, parce que ça concerne aussi les particuliers, finalement, la mesure ou les mesures les plus spectaculaires concernent la TVA, c'est-à-dire ce qu'il est convenu d'appeler le réaménagement des taux. Vous savez qu'il faut employer les termes convenables, le réaménagement des taux. Alors depuis le 1er janvier 2014, le taux normal est passé à 20%, le taux intermédiaire à 10%, quant au taux réduit, qui normalement aurait dû passer à 5, il restera à 5,5. Le taux réduit et subsiste, le taux est à 5,5 puisque la loi sur ce point a été modifiée. Alors, ce qui est important dans ce réaménagement des taux, c'est que la loi s'est efforcée d'atténuer un tout petit peu l'impact de ces réaménagements, de ces augmentations, notamment dans le secteur du bâtiment et de la construction, qui est évidemment d'un point de vue économique le secteur le plus sensible.
Alors, pour en atténuer l'impact, disons que la loi prévoit l'application plus large que ce n'était jusqu'à présent du taux réduit de 5,5 dans les logements sociaux. On y ajoute notamment quelques travaux de rénovation, tels que les travaux qui sont destinés à faciliter l'accessibilité des locaux, qui sont destinés aux économies d'énergie, par exemple, donc ils seront à 5,5, ceux-là. Les autres travaux de rénovation, eux, passent à 10%, et toujours pour ces logements sociaux, les travaux de nettoyage ou d'aménagement des espaces verts restent à 20%. Au taux normal, passe au 20%. Mais donc, logements sociaux, on élargit le champ d'application. Ensuite, c'est ça la mesure peut-être la plus spectaculaire. Le taux réduit donc de 5,5 s'appliquera à des travaux destinés à améliorer la qualité énergétique des locaux d'habitation qui sont achevés depuis plus de 2 ans. C'est-à-dire, ce sont les mêmes travaux qui ouvrent droit au crédit d'impôt pour développement durable, vous voyez. Et donc, dans ce cas, à condition d'avoir l'attestation, vous savez, l'attestation du preneur, c'est-à-dire le client attestant que le local est bien affecté à l'habitation depuis 2 ans, tout ça. Donc là, on appliquera le taux réduit, sauf pour les travaux de construction. Ces travaux-là aboutissent à de véritables constructions d'un immeuble neuf ou aboutissent à une augmentation de la surface habitable de plus de 10%. Ensuite, toujours dans le secteur de la construction du logement, on applique le taux intermédiaire, c'est-à-dire le taux de 10% au lieu du taux de 20% pour le logement dit intermédiaire. Alors le logement dit intermédiaire, c'est celui qui se situe entre le logement social, bien sûr, et le marché lui-même. Alors, c'est-à-dire là, sous certaines conditions, lorsque ces travaux, ces livraisons de logements intermédiaires seront faits pour des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire des personnes qui sont détenues par des sociétés soumises à l'IS, à condition de passer une convention avec le préfet prévoyant les modalités du programme, parce que le programme devra comporter des logements intermédiaires mais aussi des logements sociaux. Il faudra également que ces logements, que ces programmes soient faits dans les zones qui sont prévues, c'est-à-dire les mêmes zones que celles dans lesquelles on peut appliquer la réduction du flot, la réduction d'impôt du flot. Il faudra également que les loyers soient conformes au plafond prévu pour le Duflot, que les revenus du locataire également soient compatibles avec le Duflot, soit la même que le Duflot. Donc là, on aura donc ici l'application d'un taux de 10%. Autrement dit, vous voyez, la synthèse que l'on peut faire ici, c'est que la loi s'efforce de limiter l'impact de la hausse des taux pour le secteur de la construction. Vous voyez, un secteur crucial d'un point de vue économique. Quand le bâtiment va, vous connaissez bien l'adage, n'est-ce pas? Donc les logements sociaux, les travaux d'amélioration de la qualité énergétique et puis aussi ce logement intermédiaire. Alors toujours pour le secteur du bâtiment, je signale quand même une mesure destinée à lutter contre la fraude en matière de TVA ici. Il semblerait, d'après les résultats des contrôles fiscaux, vous savez, le ministère des Finances regarde ça évidemment de très près, il semblerait que des fraudes à la TVA soient relativement fréquentes en cas de sous-traitance. Vous voyez, ils sont fréquents, la sous-traitance est assez fréquente dans le bâtiment. Et donc ce qui se passe, c'est que le sous-traitant facture la TVA, et donc le preneur, celui à qui la TVA est adressée, va déduire cette TVA, et le sous-traitant, lui, ne la reverse pas au trésor public, parce qu'en effet, on constate qu'il y a beaucoup de sous-traitants qui ont des existences éphémères, vous voyez, de l'ordre d'un mois, 2 mois, dans des sociétés qui disparaissent, qui sont recréées d'ailleurs à une autre adresse avec un autre nom. Et donc la fraude, c'est ça, n'est-ce pas? L'un, le preneur, celui qui reçoit la facture, déduit, et celui qui envoie la facture ne reverse pas la TVA. Et donc pour éviter ça, il est dit que lorsque le preneur, celui qui reçoit la facture, sera lui-même assujetti à la TVA, dans ce cas, il devra faire l'auto-liquidation. Autrement dit, le sous-traitant ne lui facturera pas la TVA, et lui, le preneur, fera son auto-liquidation, il calculera la TVA, évidemment, il la déduira. Alors, ça, c'est destiné évidemment à lutter contre la fraude. Il va y avoir un impact financier pour les sous-traitants, incontestable, vous voyez, puisque le sous-traitant ne facturant pas la TVA au preneur va se retrouver assez souvent en crédit de taxe. Et donc il aura peut-être des problèmes de trésorerie, il faudra qu'il se fasse rembourser le crédit, mais enfin ça risque de lui susciter quelques problèmes de trésorerie. Ensuite, je termine cette brève analyse par les mesures en matière d'impôts locaux. Alors en matière d'impôts locaux, il y a les revalorisations traditionnelles des valeurs
locatives, puisqu'en effet, les nouvelles valeurs locatives issues de la révision des valeurs locatives ne entrent pas en vigueur, donc on fait la réévaluation forfaitaire comme d'habitude. Et également, on retarde d'un an la revalorisation des valeurs locatives qui avait été prévue l'an dernier pour les terrains constructibles. Vous savez, les terrains constructibles dans les zones dites tendues, la valeur locative sera augmentée de 25%, ce qui est tout à fait considérable parce que ça augmentera la taxe foncière non bâtie. Et donc, cette mesure-là est retardée d'un an. Elle s'appliquera à compter de 2015. Donc, voilà les grandes mesures qui ont été prises. Oui, il n'y a pas de grandes réformes fiscales qui sont prévues. Il y a peut-être une relative complexité de ces mesures, notamment en matière de TVA en particulier, mais on nous a promis une simplification pour l'avenir et donc acceptons-en l'augure. Je vous remercie de votre attention.